Bonsoir à tous et à toutes. Moi, mon intervention, ça prendra plutôt la forme d'un témoignage de mon parcours personnel, parce que c'est un long cheminement d'une bonne douzaine d'années à travers différentes initiatives citoyennes à Champigny. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu déjà le pourquoi je me suis investie dans certaines initiatives, les formes que cet investissement a pris, et puis les liens que je fais parfois avec la question des communs. Enfin, voilà mon point de vue là-dessus. Et ça m'amènera à vous présenter à la fin le projet sur lequel je travaille actuellement avec Anne-Lise ici présente, qui s'appelle Alternateur. Et donc l'objectif de ce projet, c'est de démultiplier en fait les initiatives à Champigny, et pour permettre un vrai changement d'échelle en fait aux initiatives telles que je les ai pratiquées jusqu'à présent. Voilà, que ça fleurisse sur la ville. Donc mon déclic en fait en 2006, bon, il a été nourri de diverses sources. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas mon point d'entrée en ce qui concerne le passage à l'action, c'est fait par l'alimentation, parce qu'en fait j'ai réalisé que ça n'a pas beaucoup de sens de passer toute sa semaine à râler contre le chômage, les délocalisations, la baisse du pouvoir d'achat, l'exploitation de l'homme par l'homme, etc., et d'aller faire ses courses le week-end dans un hypermarché. En fait, j'ai fait le lien entre les deux, et j'ai réalisé qu'en fait, moi, je faisais qu'entretenir, voire aggraver tous ces problèmes-là. Et en fait, ce que je l'ai compris en apprenant ce que je vais essayer de vous expliquer très brièvement, mais c'est vraiment le fonctionnement de la vente de l'alimentation en France. Alors, il y en a certains qui appellent ça un effet nœud de papillon, d'autres parlent de sablier. Enfin, voilà, vous voyez un peu l'image. Vous avez d'un côté tous les producteurs, de l'autre, vous avez plus de 60 millions de consommateurs. Et entre eux, il y a 4 ou 5 centrales d'achat de grands groupes. Donc vous avez Leclerc, Carrefour, Auchan et Intermarché, en gros, qui représentent à eux seuls 92% des ventes en valeur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires généré, et 88% des ventes en volume. Donc c'est énorme. Et c'est ces centrales d'achat-là qui fixent les prix, et qui donc en fait détermine le modèle agroalimentaire français, qui est un modèle industriel qui gaspille l'eau, qui est très émetteur de gaz à effet de serre et qui travaille main dans la main avec des multinationales qui elles aussi imposent leurs conditions de production, tout ce qui est le transport de marchandises, qui engendre aussi notre phénoménale production de déchets, etc. Donc à première vue, on peut regarder ça avec fatalisme en leur disant ils sont tellement énormes, ils ont tellement de pouvoir, on ne peut rien faire. Et à un moment donné, on peut aussi se dire ben non, pourquoi ne pas se poser la question de qui c'est finalement qui leur donne cet immense pouvoir, qui les maintient dans cette position dominante, qui les enrichit un peu plus chaque jour, si ce n'est leurs clients. Autrement dire, nous. Vous savez, Coluche disait quand on pense qu'il suffit que vous arrêtiez de les acheter pour que ça ne se vende pas. C'est juste. Et donc, voilà, on peut se dire que si une majorité d'individus décidait de ne plus cautionner ce fonctionnement-là et de se tourner vers ces grands groupes qui polluent, qui gaspillent, qui exploitent, bah, ils vont automatiquement perdre une grande part de leur capacité de nuisance. Donc, en 2007, moi, j'ai découvert le concept des AMAP, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Je suppose que vous connaissez, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal médiatisé, mais je vais rappeler le principe vraiment en 3 phrases. Il s'agit d'un groupe de consommateurs qui s'organise avec un producteur, et chacun de ces consommateurs va faire un contrat avec ce producteur pour lui acheter, donc l'ensemble va acheter l'ensemble de la production, de la récolte. Et donc, le producteur, lui, s'engage à livrer sa production voilà, régulièrement. En général, c'est toutes les semaines. Et le groupe s'engage en fait à préacheter la production pour un temps donné. En général, il s'agit d'1 an. Et du coup, ce qu'on appelle les amapiens partagent cette production, quelle qu'elle soit. Si elle est abondante, bah super, chacun a beaucoup. Si elle est faible, il y a cette notion de solidarité avec le producteur qui fait que, ok, on a compris, il a eu moins de production que prévu parce qu'il y a eu des aléas climatiques ou que sais-je. Mais voilà, il y a cette notion de solidarité qui est extrêmement importante. Et puis, bon, les amapiens, parfois, ils vont sur la ferme pour donner un coup de main. Enfin, il y a vraiment ce lien social avec
avec l'agriculteur. Et donc, voilà, moi j'ai découvert ça, une façon de, enfin on peut consommer autrement, on peut sortir du supermarché. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait un mouvement qui s'appelait sortir du supermarché. Et voilà, de manger plus sainement et sans passer par les centrales d'achat. Donc, début 2008, moi j'ai jeté un peu comme une bouteille à la mer mon envie de créer une AMAP à Champigny parce qu'il n'y en avait pas. Et en fait, fin 2008, on avait créé une association qui s'appelle les Paniers débordent. On avait établi 3 points de distribution dans 3 villes différentes parce qu'en fait, les personnes qui m'avaient contacté suite à cette bouteille à la mer sur Internet étaient assez éparpillées géographiquement. Donc on a créé un groupe à Champigny, un à Saint-Maur et un à Noisy-le-Grand. Et donc, fin 2008, on signait avec le premier producteur qui est un maraîcher en Seine-et-Marne. Et aujourd'hui, donc 10 ans après, presque jour pour jour, on a aussi des contrats AMAP pour du pain, pour des œufs, pour de l'agneau, pour du fromage de chèvre, pour des pommes, pour des champignons, du Val-de-Marne d'ailleurs, et de très nombreuses commandes groupées, en plus des contrats AMAP. Donc voilà, sur les 3 sites, on est à peu près 250 personnes, donc c'est une association assez importante, je pense une des plus grandes d'Île-de-France, si ce n'est pas la plus grande. Donc voilà, je me suis posé la question des communs par rapport à tout ça. Je me suis demandé, voilà, quelles sont effectivement les ressources générées, quelles sont les ressources qu'on cherche à gérer et à protéger de façon collective. Ce qui m'est venu à l'esprit donc à l'époque, c'est vraiment cette importance de préserver les terres agricoles et les terres fertiles. Donc c'est un enjeu particulier en plus en région Île-de-France. Et donc c'est se positionner contre l'utilisation des produits phytosanitaires d'une part et aussi contre la bétonisation des terres. Il y a aussi la préservation de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire vraiment se positionner contre l'exploitation des agriculteurs par la grande distribution. Donc ils sont obligés de réduire leurs coûts de production et donc d'augmenter leur rendement, et pour ça ils sont poussés vers la monoculture, vers les traitements chimiques, vers la mécanisation qui engendre du chômage, voilà. Et puis la préservation de la qualité plutôt que de la quantité, parce que c'est vrai que quand les AMAPiens préachète toute la production d'un producteur, il est complètement déchargé de cette préoccupation de devoir vendre, aller sur les marchés, s'occuper d'écouler son stock, etc. Ça, c'est fait. Donc voilà, il peut vraiment se concentrer sur la qualité de ce qu'il produit et la diversité, ce qui est aussi important. Donc un peu de temps plus tard, en 2012, j'ai découvert un projet qui était tout neuf à Paris, qui était la création de La Louve, qui est un supermarché participatif. À l'époque, quand j'ai rejoint ce projet, ils étaient une dizaine de personnes à réfléchir et à se retrouver régulièrement. Donc pendant 6 mois, j'ai suivi ce projet de très près, de façon très active et enthousiaste même, je dirais. Et au bout de 6 mois, je vous le fais court, je suis partie pour divergence de point de vue. Je pourrais vous expliquer ça plus tard, mais j'ai découvert un autre modèle qui s'appelle les GAZ, c'est en Bretagne, c'est les groupements d'achat solidaires et éthiques. Et donc c'est né en Bretagne, mais ça avait déjà essaimé, et il y avait une épicerie autogérée, donc c'est pas un supermarché participatif, mais une épicerie autogérée qui s'était montée à Paris depuis à peu près 1 an, qui s'appelle toujours d'ailleurs l'Indépendante, et qui est vraiment une épicerie en autogestion à taille humaine. Et j'ai trouvé ça, voilà, j'ai été complètement emballée par ça, et j'ai présenté le concept à mes amis de la MAP en disant, et si on crée aussi une épicerie autogérée à Champigny. Donc, chose qu'on a faite, n'est-ce pas Annie en 2013. Et en fait, autant donc la MAP, c'est principalement des produits frais. Copali, c'est principalement des produits secs. En fait, c'est un placard. On a un stock de produits secs dans un placard qui fait à peu près 1 mètre de profond sur 5 mètres de long. Et donc voilà, on gère, on fait les commandes, etc. On a vraiment des contacts directs avec les producteurs, donc c'est toujours du circuit court. Et ce qui est intéressant là, c'est que ça permet de rendre des produits bio accessibles financièrement, parce qu'on achète les produits à prix coûtant, à prix de gros, pardon, et on les revend à prix coûtant aux membres de l'association. Donc forcément, ça fait baisser le prix. La contrepartie, c'est de participer un peu à la gestion forcément de l'épicerie. Et cette expérience
expérience d'autogestion, c'était vraiment très enrichissant, et ça l'est toujours d'ailleurs, parce qu'au-delà de juste le partage des tâches qu'on peut imaginer, il y avait aussi cette notion de choix collectif des produits. Qu'est-ce qu'on veut manger finalement, et pourquoi ce produit-là plutôt qu'un autre. Donc voilà, on a beaucoup discuté sur nos critères écologiques, sociaux, etc. On a essayé évidemment de faire ça avec une gestion écologique, c'est-à-dire optimiser les transports, on a beaucoup de vrac pour limiter les emballages, etc. Et donc là, la question des communs que j'y vois, c'est qu'au-delà des motivations écologiques et sociales qui nous portaient, donc plus de solidarité, plus de justice sociale, d'impact environnemental positif évidemment, on partageait aussi, et ça c'est une ressource immatérielle, le pouvoir d'agir, le pouvoir de s'impliquer et vraiment d'avoir la main sur nos choix de consommation. Principalement alimentaire, parce que pour Copali, sur à peu près 250 références, je crois qu'il y a 3 produits qui ne sont pas alimentaires. Donc c'est vraiment l'alimentation. J'espère que je suis dans les temps. En 2014, donc peu après, j'ai découvert le mouvement Ville en transition, qui est né en Angleterre et qui en gros nous explique qu'on est dans un contexte de pic pétrolier, c'est-à-dire que dans quelques décennies il y aura beaucoup moins et plus de pétrole et que rien n'est fait pour anticiper ça, et qu'en plus on est dans un contexte de réchauffement climatique qui s'emballe, et donc c'est un mouvement qui prône l'action collective locale vraiment sur son territoire, et qui en même temps est constitué de réseaux à différentes échelles. Donc là par exemple à Champigny, il y a un réseau aussi Val-de-Marnais, il y a aussi un réseau Île-de-France, enfin voilà, et puis un réseau international aussi, donc il y a énormément d'échanges, de partage d'expériences très inspirantes, et tout ça c'est vraiment très inspirant, très enrichissant. Et donc autant j'ai été déjà dans des mouvements écologistes auparavant, celui-ci il me parlait vraiment particulièrement parce que j'y voyais des spécificités que je n'avais pas vues ailleurs. D'une part, il met en avant, je dirais, 3 phases, la tête, le cœur et les mains. La tête, c'est la partie compréhension du contexte dans lequel nous sommes, les enjeux, toute la partie prise de conscience en fait. La partie cœur, c'est la gestion des émotions. Okay, une fois qu'on a pris conscience, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça peut être terrifiant de se rendre compte dans quel contexte on est. Donc il y a la question de la gestion des émotions, il y a la question de la prise en compte de la difficulté de changer. C'est que si on ne change pas, il y a des blocages. Pourquoi est-ce que ces blocages sont là? Il y a aussi le fait de trouver les leviers de la motivation pour agir. Enfin voilà, tous ces aspects-là que je trouvais très intéressants. Et puis bon, les mains, c'est évidemment le passage à l'action. D'autres spécificités de ce mouvement, c'était le lien avec son territoire, qui est très fort, et puis le développement de projets de résilience locale. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'avais compris cette notion de résilience, qui est en fait la capacité d'encaisser un choc sans s'effondrer, mais en s'adaptant en fait. Et parfois ça nécessite une réorganisation interne, souvent d'ailleurs. Donc être résilient, c'est chercher à être moins vulnérable, et on est plus vulnérable quand on est plus autonome et plus solidaire. Et on avait organisé une soirée vendredi dernier sur ce thème-là, qu'on avait appelé « Imaginons un monde sans pétrole ou presque ». Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, mais en fait, c'était une soirée comme ça de brainstorming entre campinois sur OK, si tout d'un coup, on nous annonce une grosse baisse de pétrole à très courte échéance, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'organiser au niveau de la ville? Et il y a énormément de choses très intéressantes qui sont ressorties de là. En ce qui concerne, par exemple, gagner en autonomie, et là, on va retrouver, je pense, pas mal de communs, c'est relocaliser, par exemple, la production alimentaire et énergétique, revoir nos modes de déplacement, donc les distances à parcourir, notamment pour son travail, par exemple, utiliser intelligemment les ressources naturelles, récupérer, réutiliser, recycler le plus possible les matériaux qui sont déjà existants, renforcer l'économie locale, les activités artisanales, ce genre de choses. Et devenir solidaire, c'est vrai que souvent quand on nous parle de solidarité, on pense soit à la solidarité internationale, soit à la solidarité avec les plus lésés. Là, c'était vraiment cette notion de solidarité entre gens proches, en fait. C'est de développer des projets locaux qui aient vraiment un impact positif, des projets positifs pour l'avenir, je dirais,
renforcer le mieux vivre ensemble. Et donc, voilà, ça permet en fait de faire des projets avec des gens qu'on connaît, ses voisins, etc. Ça permet d'être un peu comme dans les villages, tout le monde se connaît. Et du coup, quand les difficultés arrivent, ben, on se serre les coudes, on est plus soudés. Donc, c'est ça aussi la solidarité, voilà, les coudes serrés. Donc, il y a juste deux aspects fondamentaux de la démarche de la transition que je voulais un peu souligner. Il y a cette notion de motivation. Alors, pour Rob Hopkins, qui est donc fondateur de ce mouvement Ville et territoire en transition, la motivation, ça vient quand on a une vision positive de l'avenir. Donc, on s'imagine vraiment très concrètement, c'est vraiment un exercice de vision, donc de se dire, voilà, moi, je voudrais aller vers cet avenir-là. J'aimerais que ça se passe comme ça. Et quand on a cette... quand en plus, on le partage collectivement et on se dit « Ah oui, ça pourrait ressembler à ça ». En plus, je ne suis pas le seul à le désirer. Donc voilà, on se dit, on a une idée de vers quoi on veut aller. On a ce sentiment de savoir où on va. Et du coup, la motivation, ça nous porte. Et l'autre aspect fondamental, c'est l'échelle locale. Parce que c'est vraiment à cette échelle-là qu'on peut agir le plus efficacement et avec beaucoup de créativité aussi. Parce que c'est un territoire qu'on connaît. On connaît les gens qui sont dessus. Ou alors, on peut apprendre à les connaître facilement parce que c'est pas très compliqué de les rencontrer ses voisins. Et surtout, on peut mener des projets qui vont donner des fruits qu'on pourra récolter directement. C'est les gens eux-mêmes, ils vont avoir bénéficié des produits de ça. Donc ça motive aussi. Donc en 2015, j'ai proposé à mes amis de la MAP et de Copali de mettre en place un groupe à Champigny-sur-Marne, donc Champigny en transition. Les premières actions qu'on a menées donc à l'automne 2016, c'était deux gros événements qui avaient vraiment une ampleur assez importante, qui était destinée à mobiliser en fait les Campinois. Il y avait la fête de la transition campinoise qui consistait en un temps fort, un week-end. On a proposé à plein d'acteurs locaux de la ville d'organiser quelque chose qu'ils veulent en lien avec la transition pendant ce week-end-là. Il y avait une cinquantaine de participants, enfin de structures participantes dans 20 lieux différents. Donc c'était un temps fort, très fort. Et puis un mois plus tard, on a organisé Alternativa Champigny, donc une journée de village des alternatives citoyennes, avec voilà, plein de stands, d'ateliers, de conférences. C'était très chouette, mais après, on avait envie de finalement faire des actions beaucoup plus concrètes, locales, dans la ville. Et donc, on s'est tourné vers des projets de végétalisation et d'agriculture urbaine. On a participé à l'aménagement de la place Lénine, donc, qui était organisé avec la mairie avait organisé des chantiers, enfin des ateliers participatifs et puis un chantier participatif pour mettre ça en place. Et depuis que il y a eu cet aménagement-là, on a organisé des apéros une fois par mois sur la place, des apéros partagés, parfois thématiques, parfois pas. Enfin voilà, toujours cette question de réappropriation de l'espace public aussi. Et de fil en aiguille, j'ai découvert la rééconomie. Alors la rééconomie, c'est un projet qui a été lancé à Totnes, donc la petite ville d'Angleterre où le mouvement Ville en transition est né. Et en fait, la rééconomie, c'est le développement économique local soutenu par les citoyens, donc en faveur du territoire et vraiment en vue de développer, renforcer la résilience du territoire et de ses habitants. Et il s'agit aussi de permettre aux gens d'avoir une autre vision de l'économie. C'est pas quelque chose qui est très extérieur et étranger à nous, c'est non, on baigne vraiment dedans, on est dedans et on peut avoir prise aussi dessus quand il s'agit de l'échelle locale. Donc voilà, on peut monter des projets qui soient porteurs de sens, de coopération, et qui soient axés aussi sur les ressources locales du territoire. Donc à Totnes, ce qu'ils ont fait, c'est commencer par une évaluation des ressources locales. Et ils ont mis en même temps, ils ont mis en place un réseau de ce qu'ils appelaient de parties prenantes, où ils ont assis autour de la table des représentants des différentes collectivités territoriales, des financeurs, des entreprises, des gens de l'université, des citoyens, enfin voilà. Et ils ont cherché à ce que tous ces gens-là aient une vision
commune de l'avenir et d'un vrai projet pour la ville, pour essayer de voir qu'est-ce que l'économie locale pourrait apporter au territoire en termes environnementaux et sociaux notamment. Et ce projet de rééconomie a permis en tout cas la création d'un lieu qui accompagne les porteurs de projets locaux. Voilà, c'est un lieu, c'est un peu un incubateur de projets, c'est un lieu de rencontre, de formation, il se passe plein de choses. Et donc voilà la suite, en 2017. J'ai rencontré au sein du mouvement de la transition Dominique et Anne-Lise et on a décidé de travailler ensemble sur un projet de création d'un tiers-lieu à Champigny. Donc Dominique, qui n'était pas du tout du coin, nous a un peu... voilà, elle a dit, moi finalement je vais faire des choses plutôt... elle est dans le 92 je crois, donc voilà, elle développe d'ailleurs plein de choses vers chez elle. Mais avec Anne-Lise, on est sur ce projet de tiers-lieu, et un tiers-lieu, avant même d'être un lieu physique, c'est avant tout un projet qui permet la mise en place de projets, d'actions communes, collectives. Et quand c'est aussi un lieu physique, ça devient aussi un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de co-construction de projets. Et avec l'alternateur, donc, on s'imagine vraiment un outil qui soit au service d'un projet de résilience de la ville. C'est pas du tout une fin en soi, c'est vraiment un outil et qui sera ouvert à tous les publics. Donc aussi bien des professionnels, des porteurs de projets, des associations et tous les citoyens, les habitants de la ville. Et donc le fait qu'il y ait tout ce public-là, donc ça implique une offre assez large. Donc il y aura un volet sensibilisation, sensibiliser aux enjeux de l'économie locale, de la consommation, de l'énergie, etc. Un volet de développement économique, donc avec de l'accompagnement de porteurs de projets, mais aussi de la mutualisation de moyens, d'outils, du réseautage, des formations, et aussi ce travail préalable d'identification de ressources du territoire qui est indispensable. Un volet programmation avec tout public, avec des événements, des rencontres, des ateliers aussi pour apprendre à faire plein de choses. Et ce sera donc aussi un lieu d'innovation sociale, déjà par le fait qu'on développe cette implication citoyenne, qui n'est pas si évidente, et la création de tout vraiment un écosystème des acteurs locaux. Et voilà aussi par la gouvernance du lieu, parce qu'effectivement on a choisi un mode de gouvernance qui sera probablement, enfin c'est pas encore fait, mais en tout cas ce mode de gouvernance hybride qui est les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Voilà, le SIC ou SKIC, je sais pas, il y a les deux façons de le dire. Et voilà, donc là en fait on est en recherche actuellement d'un local éphémère pour démarrer quelque chose. Mais à terme, on s'intéresse assez près aux projets de construction qui existent à Champigny. Il en existe pas mal, notamment vu des futures gares du Grand Paris Express, parce que ça serait intéressant aussi de démarrer un tel projet dans un quartier nouveau, finalement, avec des gens qui sont arrivés là. Voilà. Et en attendant, ce qu'on fait aussi, c'est des actions ce qu'on appelle des actions de préfiguration. Donc, par exemple, la soirée dont j'ai parlé le vendredi dernier, c'en était une. Et puis, il y a aussi la Champi-Soupe dont on a organisé déjà 2 éditions. Je dis juste un mot là-dessus, après c'est fini. Ou alors non, je peux m'arrêter là. Et la Champi-Soupe.